Mon invité, c'est Marc-Édouard Nab qui vient de sortir le gros roman tant attendu sur les années 2000. Il est allé les explorer, les disséquer. Il va pouvoir nous les expliquer. C'est un livre dans lequel devraient se reconnaître tous ceux qui ont passé ces 10 dernières années en France et qui vont s'y reconnaître d'une manière ou d'une autre et soit l'adorer, soit le détester. Donc on passe, c'est tout le début de cette émission avec Marc-Édouard Nab, juste après le générique. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais, où je me trouve en compagnie de Marc-Édouard Nab. Vous êtes écrivain, vous écrivez depuis 1985 et même vos détracteurs, et ils sont nombreux dans le milieu littéraire, reconnaissent que vous êtes un grand écrivain. Ils ont eu le temps de s'y faire puisque vous publiez votre 28e livre qui s'intitule L'homme qui arrêta d'écrire. Alors c'est un événement à plusieurs titres. D'abord parce que ça faisait 4 ans que vous n'aviez pas publié de livre, Marc-Édouard Nab. Vos lecteurs se demandaient même si un jour il y aurait un nouveau livre. Ensuite, c'est un événement parce qu'il prend les années 2000 à bras-le-corps et c'est sans doute le premier roman aujourd'hui qui véritablement s'attaque à notre époque dans ce qu'elle a de différent par rapport à toutes les époques qui l'avaient précédée. Et enfin parce qu'il dynamite les habitudes de l'édition française. Vous avez dit que c'était de l'anti-édition. Alors je le montre, ce 28e livre, L'homme qui s'arrêta d'écrire. C'est un roman. Alors regardez bien, il n'y a pas de nom d'éditeur. Quand on tourne la tranche, il n'y a absolument rien d'écrit. Et quand on le retourne, il n'y a pas de code-barre, il n'y a pas de quatrième de couverture, il n'y a que le numéro 28, le 28e livre. Ça laisse présager que les 27 précédents, un jour, seront édités de la même manière. Alors par ailleurs, c'est un livre tout à fait normal, hein, de près de 700 pages, en très beau papier, bien cousu, bien relié. Alors pas de nom d'éditeur, ça veut dire que vous éditez vous-même. Comment avez-vous fait ? Ça a été tout un travail de plusieurs années, à la fois pour écrire le livre et pour faire semblant d'arrêter d'écrire, puisque ça a été presque ça a été une expérience d'acteur. Il a fallu que pendant les 4 ans, à la fin de mon engagement à écrire pour les éditions du Rocher, la plupart de mes livres, et que je me suis retrouvé du jour au lendemain sans éditeur, il a fallu que je choisisse entre 2 voies, où j'arrêtais vraiment d'écrire, où je faisais semblant d'arrêter d'écrire, et j'écrivais L'homme qui arrêta d'écrire. Donc j'ai choisi cette voie-là, et en secret j'ai écrit ce roman tout en glanant toutes les réactions que je pouvais recueillir quand je disais aux gens que je croisais que j'avais arrêté d'écrire. Évidemment, la plupart étaient ou réjouis secrètement, ou ceux qui ne vous aiment pas. Voilà, ou au contraire s'en offusquer d'une façon des fois aussi hypocrite. Alors justement, en ce moment, quand on discute avec certains éditeurs, il y en a qui vous disent c'est quand même dingue, un grand écrivain comme Marc-Édouard Nab réduit à se publier lui-même sur Internet. Parce qu'effectivement, la raison pour laquelle il n'y a pas d'éditeur, qu'il n'y a rien sur la tranche et pas de et pas de code-barre sur le 4e de couverture, c'est parce que ce livre, vous l'éditez vous-même, il n'est en vente que sur Internet. Alors est-ce que c'est véritablement une déchéance pour vous que d'être au contraire d'être en anti-édition, comme vous dites? Au contraire, c'est du luxe. Vous savez que je suis un auteur de luxe et le plus accessible possible. Ça fait partie de tout mon cheminement. Les tracts déjà qui étaient gratuits étaient déjà d'une certaine façon pas de l'anti-édition, mais en tout cas de l'auto-publication de textes. Pendant 4 ans, effectivement, le circuit journalistique. Pendant ces 4 ans où vous ne publiez pas de livres, vous éditiez des tracts qui étaient affichés dans Paris, à Marseille, qui étaient distribués dans la rue ou sur Internet et qui effectivement continuaient de faire parler de vous en dépit du fait qu'aucun livre ne sortait. Voilà. Et ça, c'est ce qui suivait dans mon expérience de récupération et de autonomie de ce que devrait penser tout auteur, de récupérer son bien, c'est-à-dire d'abord les droits, puisque j'ai récupéré les droits de tous mes livres, la plupart, 22 sur 28, et ensuite d'essayer... Vous êtes le seul écrivain au monde qui a les droits de tous ses livres. Oui, enfin... Vous êtes le seul à pouvoir les vendre à 34 tous. près. Voilà, c'est ça. Et ensuite, surtout, d'arrêter cette soumission
que les auteurs ont vis-à-vis du papa éditeur, en demandant à l'éditeur son conseil, d'avoir absolument besoin de se faire paterner par les éditeurs. Il y en a marre. Il faudrait que les écrivains commencent à se réveiller et à voir que cette situation date d'à peine une centaine d'années et qu'avant, Hugo ne demandait pas à son éditeur qu'est-ce que je fais avec Les Misérables, est-ce que tu crois que cette scène, le Waterloo pour arriver à la rencontre de Thénardier et tout, avec Valjean et tout ça, est-ce que c'est bien nécessaire ou toute cette scène, on pourrait peut-être la couper, et celle-là, on pourrait l'augmenter. Ça n'existe pas. Il y a à peine une centaine d'années où les écrivains ont cette espèce d'infantilisme vis-à-vis du milieu éditorial. C'est pas seulement de l'infantilisme, ils veulent être financés, ça coûte de l'argent. Oui, la fabrication de ce livre, ça vous a coûté de l'argent. Oui, bien sûr que j'ai réussi à le financer grâce à ma peinture que j'ai vendue. Vous voyez, tout ça se tient. C'est une espèce de chemin et c'est cohérent. Chaque action que j'ai menée depuis 4 ans, y compris l'écriture en secret du livre, pour arriver à cette autonomie, je l'ai payé cher, on va dire, mais aussi pas seulement financièrement. Mais ça aussi, c'est par un retrait volontaire du milieu, car j'estime qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'un écrivain montre l'exemple et en disant on peut en effet se passer de tous ces gens-là. L'éditeur, le libraire et le diffuseur sont des parasites et des intermédiaires dont on peut très bien se passer pour arriver à continuer sa propre œuvre. Vous avez été le premier à faire à l'édition ce que le Radiohead avait été le premier à faire à l'industrie du disque, effectivement, supprimer les intermédiaires. Voilà, exactement, pour qu'il y ait la connexion directe entre le lecteur et son écrivain. Alors tous les grands écrivains, il suffit de lire leur correspondance, se sont tous révoltés un jour ou l'autre contre leur éditeur. On dirait que ça fait partie d'une tradition. Ils l'ont traité de voleur, lui ont dit c'est un scandale qu'il garde les droits d'édition pendant 75 ans, etc. Bon, vous avez résolu ce problème. Exactement. Mais les libraires, en revanche, en général, les écrivains aiment beaucoup les libraires. Oui, mais ça dépend, vous savez, d'abord, moi, j'ai aucune raison d'aimer les libraires, la plupart m'ont boycotté pendant 25 ans. Je vois pas pourquoi je leur ferais cadeau de mes anciens livres, ou les futurs que j'ai rééditerai, et encore moins de celui-là. Vous savez que les libraires prennent quand même 34%. Je ne sais pas si les gens savent qu'un libraire prend 3 fois plus que ce que touche un écrivain sur son propre livre, qui lui a coûté l'effort de l'écrire. Vous savez que c'est 10% qu'un écrivain touche. Vous voyez, parce que c'est un peu comme 200 € la tonne de lait. Ça vous semble normal ? C'est les producteurs de lait, vous savez, qui sont en pleine difficulté. Moi, je me sens très proche des producteurs de lait. C'est le même système. Un producteur de lait, la bouteille, elle vaut 2 €, et lui touche 20 centimes. Donc c'est le même pourcentage. C'est un peu ça, vous voyez. C'est-à-dire que l'éditeur, c'est le type qui met le lait dans la bouteille, et le libraire, c'est le supermarché qui le vend. Voilà. Donc moi et les producteurs de lait, on en a marre, et on veut que notre production soit dignement à la fois rétribuée. Et si elle n'est pas rétribuée par eux, on se la rétribue nous-mêmes, et on fait la révolution. Voilà. Alors on en finit avec le côté technique du livre, mais aujourd'hui effectivement, quand vous vendez ce livre sur Internet, vous êtes le seul à pouvoir le vendre sur votre site marc-edouard-nab.com. Ce livre vous rapporte environ 20 €, c'est-à-dire 10 fois plus que si vous passiez par les intermédiaires habituels. Exactement. Et par ailleurs, j'ai besoin d'en vendre 10 fois plus pour arriver aux sommes que les autres... 10 fois moins. 10 fois moins, oui, pour que les autres puissent arriver à 10 fois plus en le vendant. Si vous en vendez, quand vous en vendez 2000, ce qui est déjà le cas, c'est comme si on aviez vendu 20 000. Exactement. C'est-à-dire c'est déjà un gros succès financier. Exactement. Est-ce que là vous savez, la plupart des écrivains pris dans ce système, dans cette glu de système extrêmement, vraiment indigne, en étant obligé de fréquenter des gens comme les éditeurs, les critiques littéraires, les représentants, les attachés de presse, tout ça. Tous ces gens forment une espèce de famille dont moi j'ai voulu m'exclure parce que j'ai pas envie de fréquenter ces gens-là. On va dire que c'est par cupidité que vous en êtes exclu. C'est pour gagner plus. Mais non, c'est pour pouvoir être libre déjà d'écrire ce que je veux. Voilà. Et je trouve tout à fait normal de récupérer mon bien. C'est une espèce de récupération individuelle. Là, on est presque dans un système anarchiste, hein, je vous le cache pas. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas de code barre. Le code barre, c'est une chose absolument sacrée aujourd'hui. Il faut pas y toucher. Et moi, je l'ai supprimé. Et pourquoi ? Parce que j'ai pu le faire. Parce que je passe pas par une librairie. Vous voyez, tout ça se tient. C'est un système très très bien ficelé. Alors aujourd'hui, effectivement, donc on peut commander votre livre, on le reçoit 2 jours plus tard ou à peu près par la poste par un distributeur indépendant. C'est-à-dire, j'ai pas voulu passer non plus par Amazon, donc j'ai un distributeur indépendant et un imprimeur. Voilà, c'est les 2 seules corporations, si vous voulez, que je maintiens encore dans ce dispositif. Vous êtes un cas un peu particulier, je le disais, ça fait 25 ans que vous écrivez, vous avez un public, vous avez des lecteurs qui adorent ce que vous faites. Est-ce que vous pensez que néanmoins vous avez ouvert une brèche et que d'autres peuvent s'y engouffrer, d'autres qui n'ont pas récupéré les droits de tout
tous leurs livres, comme c'est votre cas. Qu'ils essayent. J'ai envie de leur dire qu'ils essayent. Déjà, il faut commencer par remettre en question ces fameux 10% que l'éditeur concède et qu'on descende à donner à l'auteur. Déjà, ça, il faut commencer par ça. Et ensuite, les droits. Il n'y a pas de raison que les droits n'appartiennent pas à l'auteur pendant toute sa vie, ainsi 70 ans après sa mort. Non. Les 10%, c'est pour tous les écrivains, ça oui, se mais maintenant il y a 8% parce que c'est la crise. Donc c'est comme ça qu'ils se font baiser la gueule. Non, il faut arrêter maintenant. Marc-Édouard Nab, pendant ces 4 années où vous publiez vos tracts, vous les affichiez sur les murs, on pouvait penser que vous participiez de cette utopie de la gratuité. La culture, ça doit être gratuit, et que vous, gratuitement, vous donniez vos derniers articles, vos derniers tracts, au lieu de les faire imprimer par un journal. On se trompait quand on pensait ça. Surprise, vous voyez. Oui. Je passe d'une extrémité à l'autre, mais non, mais on peut considérer ça comme l'aboutissement de la gratuité. Oui, absolument. Puisque c'est moi qui les fais, les livres. Vous voyez, voilà, donc il me coûte aussi. C'est uniquement pour pouvoir écrire encore. C'est pas pour m'acheter une villa sur la Côte d'Azur. Ça, ils le savent bien. Il faut pas oublier aussi que tout ce fameux merveilleux petit milieu littéraire n'avait qu'une idée, c'est évidemment que j'arrête d'écrire, mais aussi de me crever, quoi, de m'empêcher de parler et de continuer mes livres. Tout ça a été, même en dehors de ma propre parano, ce sont des faits avérés et qui peuvent tout à fait être vérifiés. Alors, l'homme qui... Donc, il fallait bien que je continue à écrire d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il était hors de question que j'arrête d'écrire. Je me suis simplement mis dans la position d'un homme qui arrête d'écrire pour pouvoir découvrir le monde qui m'entourait. C'est une façon de pouvoir reparler différemment du monde d'aujourd'hui et non pas de rester sur le monde d'hier que je connais bien et que j'ai déjà longuement interprété dans mes précédents ouvrages. Alors l'homme qui arrêta d'écrire, effectivement, c'est l'histoire d'un écrivain qui s'arrête d'écrire parce qu'il vient de se faire virer par sa maison d'édition, qui donc a tout à fait loisir de vivre, enfin, et de voir ce qui s'est passé. Comment écrit-on quand on écrit un livre qui s'intitule L'homme qui arrêta d'écrire? Vous êtes réputé pour être un très grand styliste. Là, j'ai l'impression que vous avez fait un effort particulier pour ne pas écrire. Vous écrivez comme vous pensez? Voilà, et ça, il fallait être crédible. C'est à partir du moment où il n'écrit pas, c'est écrit sur le titre, et il ne peut pas continuer à écrire comme il écrivait, et sa langue doit être différente. Voilà. Ça a été un gros effort où je me suis mis comme dans une situation de down, si vous voulez. Vous voyez, pas en forme, en méforme, en sous-forme, où ce ne sont que des pensées qui ne sont pas écrites, puisque lui ne sait pas qu'il écrit, mais que le lecteur peut lire encore. Des pensées, des dialogues, des pérégrinations. Et des actions. Voilà. Donc c'est très particulier, surtout que j'ai fait tout le roman au présent. Ce qui ne nuit pas à une certaine nostalgie qui passe à travers ce présent. C'est comme ça que je l'ai travaillé. Il n'y a pas de chapitre et c'est tout droit. De la première à la dernière page. Je me suis même demandé d'ailleurs si vous faisiez pas la course avec 24 heures chrono dont vous parlez. Au cours de vos pérégrinations, vous découvrez la vie moderne. Il y a 24 heures chrono qui est une série qui a un énorme succès aujourd'hui. Vous vous sentez obligé de la regarder pour comprendre l'époque. Et 24 heures chrono, c'est ça. C'est un type qu'on suit pendant 24 heures. Et qui essaie de sauver le monde. Voilà. C'est Jack Bauer. Moi, je n'essaie pas de sauver le monde. J'essaie de me sauver moi-même. Néanmoins, j'essaie de sauver un certain monde. Oui, en effet. On peut le dire. Néanmoins, vous racontez dans ce livre 24 heures sur 24. Sauf qu'à la différence de Jack Bauer, vous dormez. Je dors, mais ça ne dure même pas le temps d'une ligne, puisque ça enchaîne d'une ligne sur l'autre. Il n'y a pas de blanc. Mais par ailleurs, vos 700 pages se passent en 5 jours. Exactement, non, en 7 jours. En 7 jours, pardon. Alors vous découvrez qu'un monde est mort, celui dans lequel vous êtes né, dans lequel la plupart d'entre nous sont nés. Que nous avons connu. Absolument, que j'ai connu moi aussi. Un monde est mort et un autre est né et vous allez le vérifier. Alors à la fois dans les défilés de mode du Carrousel du Louvre, dans la Nouvelle Cinémathèque, dans les clubs échangistes, dans les salles de jeux vidéo en réseau, au Palais de Tokyo, au lieu de l'art contemporain, dans les boîtes de nuit branchées, chez Sotheby's, à la conférence de rentrée d'une grande chaîne de télévision à péage, dans les bars à striptease, au milieu des complotistes que vous détestez parce qu'ils nient tout hasard et vous continuez de croire au hasard. Néanmoins, qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous ces lieux que vous avez hantés, et j'en oublie parce qu'il y en a plein d'autres. C'est quoi? C'est les lieux de la modernité, comme on dit aujourd'hui? Non, c'est pas. Enfin, c'est de la contemporanéité plutôt et de la grande tristesse. Les choses ont changé en même pas quelques années, quelques mois. Je dis pas c'était mieux avant, c'était mieux tout à l'heure.
Vous voyez, parce que la différence avec un réac, par exemple, moi je ne suis pas réac. Le réac, c'est un vieux qui dit aux jeunes c'était mieux avant, et les jeunes disent mais pas du tout, c'était formidable. C'est formidable maintenant ce qui se passe. C'est ça que répondent les jeunes au réac. Mais moi, ce sont les jeunes qui sont venus à moi en me disant mais comment ça se fait que aujourd'hui ce soit si triste, si morose, si horrible, si. Mais est-ce que vous croyez pas que c'est un réflexe qu'on a quand on a 20 ans, vous-même quand vous aviez 20 ans? Je pense qu'au début des années 80, vous avez trouvé ça morose, sinistre. Pas du tout, parce qu'il y avait encore comme vous le savez, il y avait encore des grands musiciens de jazz, des dessinateurs, des peintres, des écrivains, des penseurs qui donnaient quand même, il suffisait évidemment de savoir où ils se trouvaient. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Il n'y a plus personne. Et c'est cette détresse de la jeunesse qui ne sait pas pourquoi elle n'arrive pas à vivre quelque chose aujourd'hui jusqu'au bout. Parce que pourquoi? Alors là, j'ai essayé d'analyser d'où ça venait en traversant tous ces mondes. Et le narrateur, lui, passe d'un univers à l'autre et est consterné de voir que tout est en train de se flétrir sur place. Comme je dis, un type de 15 ans, pour lui, la vie passe à une vitesse encore plus terrible que celle de ses prédécesseurs. Mais c'est une sorte de... Il y a une très grande différence entre la génération de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans ou de 30 ans. Vous voyez? Il y a ces 700 pages, ce roman, c'est une sorte de manuel d'autodéfense, non pas contre l'époque, mais contre justement la société d'aujourd'hui. Et effectivement, c'est un manuel d'autodéfense que je vous rédigez presque à deux mains. C'est-à-dire qu'il y a le narrateur qui vient d'un autre monde, et puis il y a un jeune blogueur qui est aussi un créateur de jeux vidéo. On pourrait penser que vous allez le détester, tout vous sépare. Si vous étiez le réac que l'on dit, vous le détesteriez. Et en fait, il y a une étrange complicité entre vous. Oui, une amitié même qui se crée, parce que le blogueur... On dirait qu'il vous a convaincu que cette époque a quelque chose de passionnant. Mais bien sûr. De toute façon, toutes les époques sont passionnantes. Mais là, c'est cette relation qui est d'abord avec ce fameux Jean-Phi, donc qui est le blogueur. Lui, il est partout, il a réponse à tout. Il essaye justement de sortir le narrateur du marasme qui le prend au regard de tous ces univers qu'il ne connaît pas. Et il arrive en effet à le convaincre que dans le vide des jeux vidéo, des stars académiciens ou de l'art contemporain ou du théâtre contemporain, il y a encore quelque chose, non pas à sauver, mais il y a quelque chose d'intéressant à comprendre de la société que nous vivons. Et ça, pour faire ça, il a fallu que moi-même je m'investisse dans cette exploration, parce que c'est ce que les écrivains n'ont pas fait, à mon sens. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, j'ai pas vu ça. Il n'y a pas eu encore un roman où le personnage principal était un blogueur. Pourtant, les blogueurs sont de plus en plus, ont pris une croissance monstrueuse depuis quelque temps. À l'époque où j'ai commencé le livre, c'était tout à fait. D'ailleurs, je savais même pas l'écrire. On hésitait quelle orthographe employer pour parler d'un blogueur. Maintenant, c'est devenu très. Vous savez, par exemple, dans la mode, puisque vous parlez de la mode, vous connaissez Tavi? Non. Tavi, c'est une petite fille, une gamine de 13 ans, une américaine, qui est une blogueuse et qui est une coqueluche de la mode. On la met toujours au premier rang à côté d'Anna Wintour de Vogue, parce qu'elle a une influence sur la mode beaucoup plus forte que les journalistes. Voilà, ça c'est les choses qui m'ont intéressé. C'est-à-dire tout à coup, les gens qui étaient censés être la culture, c'est-à-dire les journalistes, les critiques, et puis aussi les fameux faux artistes, c'est-à-dire les faux cinéastes, les faux écrivains, ont perdu toute appréhension sur le monde d'aujourd'hui. Les jeunes s'en foutent complètement de la télé, des émissions dites culturelles, ils ne vont pas dans les magasins acheter des disques, etc. Tout passe par la virtualité. Alors le narrateur, qui n'est pas tout à fait moi, parce que dans le livre je me fais un peu plus candide que je ne suis, parce qu'il a fallu quand même que je m'investisse personnellement dans tous ces univers-là. Eh bien, se dit que finalement c'est pas plus mal, et que entre un geek, vous savez, ou un no-life, quelqu'un qui joue aux jeux vidéo toute la journée ou toute la nuit, et qui n'a plus de vie, ou qui est complètement investi dans cette vie virtuelle, et quelqu'un qui est cultureux, qui est poussiéreux, qui vit sur ces faux acquis de la culture des années 70, 80, 90, eh bien, il préfère évidemment le jeune, largement, parce que il y a quand même toujours plus de vie dans la jeunesse qui a tort que dans la vieillesse qui a raison, comme je dis à un moment donné. Mais alors justement, là où vous êtes assez étonnant, on pourrait s'attendre de votre part, Marc-Édouard Nab, que vous disiez pique-pendre des jeux vidéo. Vous n'en dites pas de bien, en dépit de votre amitié avec ce jeune blogueur qui est aussi un concepteur de jeux vidéo. Bien sûr, il est polyvalent. Mais
mais vous trouvez ça intéressant, vous les comparez même, les jeux vidéo, aux mathématiques. Vous dites qu'il faut être intelligent et que c'est quelque chose qui empêche de réfléchir profondément. Exactement. Et que, en ce sens, les jeux vidéo, comme les mathématiques, ça empêche de souffrir. Oui, c'est ça qu'ils m'ont expliqué. C'est ce que je rapporte dans le livre, dans des dialogues et dans des scènes construites. Hein. C'est pas un pamphlet ni un gros essai avec des thèses, mais tout est mis en situation. C'est une vraie balade. Voilà, mais c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que cette volonté de perdre la conscience et de ne pas avoir, de ne pas s'accrocher au réel est en soi intéressante et métaphysique. Donc il faut la prendre il faut la prendre en toute connaissance de cause. Vous voulez dire de vous évader dans des univers virtuels? Oui, si un jeune aujourd'hui n'a pas envie de lire les livres que les Inrock, Télérama lui ordonnent de lire et qui préfère se réfugier dans des jeux vidéo ou s'avachir devant sa télé en regardant la Starac, il y a bien une raison. C'est pas forcément sa faute. C'est pas parce que c'est un abruti. C'est pas parce que c'est un jeune con c'est pas vrai. C'est parce que les autres aussi n'ont pas été bons. Les initiateurs. En principe, c'est des initiateurs qui auraient dû donner le goût de la lecture, le goût du cinéma, et ils ont pas fait leur boulot pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années qui a précédé. Et c'est pour ça que les jeunes se sont détournés de l'art parce qu'on leur donnait à la place à bouffer de la culture. Et la culture, comme vous savez, est indigeste. Parce que la culture, c'est quoi? C'est l'air du temps, la culture. Non, c'est les produits culturels. Oui, c'est tout ce que produit une époque. L'art, c'est ce qui restera. Pas du tout. Non, c'est pas vrai parce qu'il y a des époques où l'art aussi était produit en direct. Et c'était de l'art magnifique. Même c'est pas besoin de remonter à 300 ans. L'art moderne du début du siècle était en pleine action, comme vous le savez. Les mouvements étaient successifs, bouillonnants, et c'était. Il y avait aussi un art à l'époque qui était la culture de l'époque qu'on a oublié qui était certainement célébré à cette époque-là. Bien sûr, au détriment des vrais génies. Bien sûr, mais il y avait des initiateurs, comme je vous répète, il y avait des gens qui savaient et qui donnaient, qui indiquaient les bonnes choses des mauvaises, qui les distinguaient. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et une telle abondance et une telle perversion de la part de ces esprits malins qui veulent infiltrer, qui veulent insinuer le mal dans la perception que pourrait avoir jeune ou moins jeune de ce qu'est vraiment l'art, que tout le monde est paumé. Et c'est normal. C'est pour ça que dans le livre, vous avez des scènes où je rencontre des jeunes filles qui sont très belles et très intelligentes et qui sont complètement paumées, qui ne savent pas pourquoi elles ont envie de rien. Et ça peut aller jusqu'à justement un manque de désir aussi, même sexuel, mais elles sont absolument perdues dans cet amoncellement de culture et de fausses œuvres. Elles ne savent pas où aller. On se demande même d'ailleurs si ce n'est pas un livre de science-fiction que vous avez écrit, puisque vous rencontrez des jeunes gens qui ne font plus l'amour, qui préfèrent se rassembler pour le regarder sur Internet. C'est connu. Il y a des groupes d'asexuels qui font des performances. Il y a une scène au début du livre, en effet, comme ça. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça existe, ça, bien sûr. Ça fait partie de cette. On leur fait croire que c'est complètement fatal et qu'on ne peut rien faire contre ça. Mais que toute l'époque est dans cette tristesse, cette sinistrose absolue et que tant pis pour eux, ils ont qu'à se débrouiller. Mais Marc-Édouard Nab, vous détestez Vous en avez là ici certainement des jeunes qui doivent ressentir ça. Et c'est pour ça qu'il faut leur dire révoltez-vous contre les trentenaires et les quadragénaires qui sont pas si vieux et qui sont pourtant vraiment des dictateurs de pensée et des gens dangereux pour votre esprit. Vous qui détestez les complotistes, et on le voit bien dans ce livre, puisque vous leur menez une guerre très très amusante, d'ailleurs truculente, mais vous leur menez une vraie guerre, que ce soit sur les Didi ou sur le 11 septembre. Néanmoins, vous expliquez, enfin en tout cas le narrateur, explique que c'est la première génération, cette jeune génération, ce serait la première génération qui a été mise dans l'impossibilité psychologique, dites-vous, d'avoir accès à ce qui s'est fait avant elle. Alors comment ça s'est fait, pourquoi et par qui? On a l'impression, à vous lire, que c'est un complot. Non, il n'y a pas de complot. Il n'y a pas besoin de complot. C'est une table rase, là, comme j'explique ça. C'est venu d'abord des 68 arts qui par idéologie, ça remonterait, ça serait très compliqué à expliquer. Mais en tout cas, c'est une volonté de jamais montrer vraiment ce qui s'est fait d'intéressant dans le passé, mais de montrer que les déchets. Et en leur disant, ce sont ces déchets-là qui sont intéressants. C'est cette espèce de sous-culture, de culture de la sous-culture qui a fait que évidemment, ils ne peuvent pas avoir accès à la chose vraie. Ils ont toujours accès au faux. Alors, au bout de 10 choses de fausses, ils abandonnent et ils se réfugient. Vous voulez dire qu'ils ont affaire à la citation, à l'hommage, au détournement? Au faux, à la falsification, à la chose, au faux, le toc. Si vous voulez, c'est comme un bijou, un vrai bijou et un faux bijou. Et si on montre sans arrêt le faux bijou en disant que ça c'est un vrai, et que si quelqu'un ressent que c'est un faux, mais il sait pas pourquoi, il ne sait pas le reconnaître, à mon avis, il finit par ne plus vouloir des bijoux. Mais on pourrait penser que ces impostures, ces fausses valeurs, ça a été
au cours de toutes les époques. On se souvient bien qu'on pourrait croire que La Grande Illusion, le chef-d'œuvre de Jean Renoir, tous les Français sont précipités pour le voir et tous les critiques en ont dit du bien. On sait bien que c'est pas vrai. À l'époque, tout le monde célébrait la bataille avec Victor Franssen et personne n'est allé voir La Grande Illusion. Est-ce que c'est pas toujours comme ça? Oui, mais il y a quand même un élément énorme là qui vient de changer complètement l'époque, c'est Internet. C'est la virtualité même, le sens même de cette virtualité n'a jamais été analysé. En tout cas, pas romanesquement, en tout cas. Ça, c'est quand même très important à dire. Ça a tout changé. C'est pas les embryons congelés qui sont le danger de l'époque, c'est ou les méfaits de la science. C'est cette virtualité qui est rentrée dans les esprits pour faire croire qu'il n'y avait plus de réel. Voilà. Et c'est justement un peu le dialogue entre le réel et le virtuel qui est à l'œuvre dans mon roman entre le narrateur et le personnage du blogueur Jean-Phi. Mais justement, vous êtes un des rares à ne pas dire justement que le virtuel aujourd'hui remplace le réel. C'est ce que disent la plupart des gens et vous ne dites pas ça, vous vous dites que le virtuel remplace l'imaginaire, ce qui n'est pas la même chose. Bien sûr, oui. Ah, je vais pas vous redire. Mais ça a l'air d'être plus grave. Oui, bien sûr, c'est beaucoup plus grave. Mais je vais pas vous répéter ce que j'écris dans mon livre. Ça, c'est déjà comme ça. Alors disons autre chose. On dirait qu'aujourd'hui, si vous voulez, je voudrais comprendre pourquoi on serait, d'après vous, dans une époque où il y a une impossibilité de faire de l'art, c'est-à-dire de faire du sublime. Pourquoi maintenant ? Moi, j'avais l'impression que c'était le lot de toutes les époques, c'est-à-dire que l'art était de toute façon plus rare et qu'on avait tendance, parce que simplement c'est plus facile à comprendre pour les contemporains. J'ai plus de facilité à comprendre mon époque, donc la culture de mon époque, que de comprendre l'art qui est créé par des gens qui parlent à l'époque qui me suivra. Non, c'est pas ça du tout. Donc rectifier. Oui. Non, on va si vous voulez parler de l'art, parlons de l'art contemporain, puisqu'il y a une scène au Palais de Tokyo où les personnages, Jean-Phi, Zoé, Pat, vont visiter une exposition d'art contemporain. Moi, quand j'attaque l'art contemporain, je ne me place pas du point de vue de l'art classique, évidemment. Je pourrais le faire, mais je vais même pas parler ou même de l'art de Van Gogh ou de Picasso. Mais parlons du point de vue de Duchamp. Marcel Duchamp, qui est comme ils disent, le pape de l'art contemporain, qui a influencé tous les artistes contemporains d'aujourd'hui. Eh bien, je prétends que les artistes d'aujourd'hui n'ont rien compris à Marcel Duchamp, qui était d'abord quelqu'un évidemment d'une très grande classe et qui faisait des ready-made très rarement, qui ne voulait pas faire une industrie. Il a voulu sortir de l'art, mais lui, à l'époque, il parlait de l'art en tant que culture aussi. Il voulait partir à aucun mouvement, ne serait-ce que des mouvements qui étaient des mouvements anti-artistiques. Il était même contre l'anti-art. Il était pour l'an-art, c'est-à-dire l'absence d'art. Tout en étant lui-même, avec beaucoup de roublardise, un grand artiste lui-même. Ça, il faut pas oublier ça. Par exemple, il gagnait sa vie comment, Marcel Duchamp? Pas en multipliant les ready-made sans arrêt pour faire de l'argent, comme font les installateurs aujourd'hui. Il gagnait sa vie en vendant les œuvres de son ami Brancusi. Et comme ça lui permettait de faire de temps en temps... Brancusi qui était un grand sculpteur. Bien sûr, qui faisait de temps en temps des œuvres quand même, et en essayant d'en faire le moins possible et les faire les plus subversifs possibles. Ce qui est exactement le contraire d'aujourd'hui, où les installateurs multiplient, font pléthore de soi-disant œuvres d'art contemporaine pour les vendre dans un marché monstrueux où les plus riches se précipitent sur eux et sont comme attirés par cette espèce d'infantilisme qu'il y a dans l'art contemporain. Et une régression. On arrive presque à des productions de joujoux. Ce sont des jouets. Vous les connaissez, aussi bien Jeff Koons que... Alors justement, James Koons, je voulais vous en parler. Le grand public l'a découvert, s'il ne connaissait pas encore, en 2008, au moment où il a été exposé au château de Versailles. Je voudrais vous ramener au château de Versailles. Est-ce que cette confrontation entre l'art contemporain et l'art classique, justement, vous choque? De quel côté êtes-vous? On regarde, c'était en 2008 au château de Versailles. En tout, il y en a 16 sculptures pop, kitsch et décalées, posées ici et là dans les appartements du roi et de la reine. À Versailles, le temps d'une rétrospective, le nouveau maître des lieux s'appelle Jeff Koons, roi absolu de l'art contemporain. Aujourd'hui, cet Américain de 53 ans est l'artiste le plus célèbre et le plus cher du monde. Chaque œuvre a été choisie en fait par rapport au lieu où elle a été disposée. Mais elle a pris sa place d'une manière très naturelle. Elle s'est imposée presque naturellement dans l'environnement. Marc-Édouard Nab,
là vous êtes, je suis sûr, pas tout à fait ni du côté de Jeff Koons, ni du côté du château de Versailles. Si je vous ai bien Non, mais lu. c'est pas ça. Mais son homard suspendu n'a de valeur que s'il est à Versailles. Pour choquer, c'est le contraste. Il a besoin. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très courant dans l'art contemporain. C'est qu'il faut toujours un mode d'emploi ou une explication ou un contexte. Vous voyez, l'œuvre ne peut pas vivre par elle-même. C'est sa grande faiblesse. Donc, il a besoin, lui, d'être au château de Versailles parce que c'est marrant et c'est tellement incongru de voir un homard suspendu dans un salon versaillais. Tandis que la différence avec Brancusi, le sculpteur dont je parlais tout à l'heure, vous mettez un coq ou un phoque de Brancusi n'importe où, que ce soit à Beaubourg, que ce soit en pleine campagne, en Roumanie, où vous pouvez le mettre dans un salon bourgeois ou dans une grange. C'est extraordinaire. Ça éclate. C'est évident que c'est une sculpture extraordinaire. Vous voyez, tandis que là, ça a besoin d'un contexte. C'est la grande faiblesse. C'est l'explication. Voilà. Et c'est ce que j'appelle la régression aussi, puisque vous voyez que c'est quand même toujours pour imiter des bouées ou des choses enfantines. Ils n'ont pas compris que la simplicité d'un Brancusi n'a rien à voir avec l'infantilisme et l'enfantillage de la plupart des acteurs de l'art contemporain aujourd'hui. Murakami ou alors Louis Koons, voilà, et qui sont devant lesquels les critiques d'art sont à plat ventre et en faisant semblant de trouver ça génial. Parce que la plupart des critiques quand même sont assez cultivés, intelligents pour voir la différence avec les vrais créateurs de l'art moderne. Alors le seul dont je dis un peu de bien dans le livre, c'est Cattelan, Maurizio Cattelan, parce que lui a cet humour. Il a pris l'art contemporain comme une sorte de dessin d'humour, vous voyez. C'est celui qui vendait des boîtes de caca. Pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Ça c'est Manzoni. Tout à fait. Non, Cattelan, c'est celui qui a fait le pape. Vous savez, Jean-Paul II écrasé par le météorite et accroché à sa crosse, ou qui a fait ce cheval qui est encastré, la tête la première dans un mur. Voilà. Donc là, il y a un humour revendiqué enfin et qui casse un peu avec l'esprit de sérieux de l'art contemporain qui est à vomir, quoi. Parce que là, c'est vraiment de l'escroquerie. Mais sur le fond, hein, c'est pas une question de formelle seulement. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et moi, c'est toujours du point de vue de l'art moderne. Vous savez, on peut critiquer la culture sans pour ça être poujadiste. Hein. On peut critiquer la culture, mais vu de l'art le plus haut. Parce que le plus haut, il est forcément sublime. Oui. Bah bien sûr, c'est l'évidence même. C'est à la beauté que vous le reconnaissez? Oui, il n'y a pas que moi, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. C'est Dieu qui reconnaît à Van Gogh son génie. C'est pas le public. Les Arlésiens, à l'époque de Van Gogh, ils lui crachaient dessus, comme n'importe qui aujourd'hui. La grande preuve aussi que l'art contemporain se trompe, c'est que ce sont les bourgeois qui l'adorent. C'est les bourgeois qui le portent au pinacle. Et les bourgeois se sont toujours trompés. Vous le savez, dans toutes les époques. Donc il n'y a pas de raison qu'ils se trompent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les artistes contemporains correspondent exactement aux pompiers de l'époque, par exemple. De l'époque impressionniste. Il y avait les pompiers, Messonnier, Gérôme et tout ça. Ce sont des peintres très mauvais dont on a oublié les noms. Et aujourd'hui, ces peintres contemporains, ces artistes soi-disant contemporains, parce qu'ils veulent surtout pas faire de la peinture, parce que ce serait revenir dans un critère pictural et artistique dont ils ne peuvent pas donner des gages. Ils se mettent hors des critères de l'art. Alors évidemment, c'est facile, on peut rien dire. On est obligé de trouver ça obligatoirement non pas beau ni laid, mais cher. Et c'est l'argent qui remplace la valeur de l'œuvre. Vous contentez pas de rester au Palais de Tokyo, je l'ai dit, il y a 700 pages. Vous baladez absolument partout et vous vous retrouvez à un moment pendant les répétitions d'un Hamlet mis en scène par un célèbre metteur en scène. Alors il faut dire que dans ce livre, vous rencontrez énormément de célébrités, mais toutes ont leur nom modifié, l'orthographe de leur nom modifié, comme si ça n'était pas vraiment eux, comme si c'était des caricatures, ou comme s'ils jouaient le rôle qu'on s'attend qu'ils jouent. Oui, ou plutôt ce sont des ombres d'eux-mêmes, si vous voulez, voyez, parce qu'il y a un aspect fantomatique dans tout le livre, puisque ça se passe souvent la nuit et c'est une vision hallucinée comme ça d'un Paris à la fois peuplé et complètement désert. En effet, il traverse tous ces univers-là, y compris le théâtre, mais aussi la littérature, parce que la littérature fait l'objet d'une scène très très longue, oui, très fournie. Au train bleu à la gare de Lyon, où vous arrivez avec une poussette. Voilà, où il y a un cocktail littéraire où se trouvent tous les écrivains qui se prétendent tels et qui forment la société littéraire de notre époque. Et la société littéraire de notre époque, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont les hommes de lettres qui la constituent et ce sont eux qui osent donner des leçons aux autres alors qu'ils sont nuls et qui sont le contraire de la littérature, qui se sont mis en bataille rangée d'une façon militaire pour empêcher
la littérature d'exister, tout en étant d'une négligence et d'une ignorance du passé que beaucoup de jeunes étudiants ne pourraient même pas soupçonner. Ils croient que ces gens-là de 40 ou 50 ans qui se disent soi-disant lettrés sont forts et ils sont nuls. D'ailleurs, je vous ai apporté un petit exemple pour vous montrer l'état de décrépitude et de déchéance dans laquelle la littérature se trouve. Vous avez le magazine littéraire, vous voyez, ça vient de sortir, c'est très récent ça, de Dostoïevski, un numéro spécial sur Dostoïevski, qui quand même fait 70 pages, alors avec les soi-disant plus grands spécialistes de Dostoïevski, qui sont des branleurs totaux, pseudo-intellos, qui comprennent rien, ni à l'œuvre, ni à la souffrance de Dostoïevski. Et là, nous avons, et ça c'est le plus drôle, nous avons à la fin un article tenez-le bien, ne bougez plus. Tentant à démontrer la correspondance entre Nietzsche et Dostoïevski. Le petit problème, c'est que la photo que vous avez n'est pas celle de Dostoïevski. Celle-là, c'est pas Dostoïevski. Donc il faut un numéro sur Dostoïevski, ils ne connaissent pas la tête de Dostoïevski. Il s'agit de Michel Dostoïevski et non pas de Fédor Dostoïevski. C'est-à-dire le frère de Dosto, celui pour qui il a payé ses dettes et ces personnes, ni la documentaliste, ni les patrons de cette revue que je ne veux même pas citer pour pas salir ma bouche, n'ont réagi une seule fois en se disant peut-être que c'est... Non, ils s'en foutent. Ils font ça par négligence pure et on retrouve ça dans tous les domaines. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut pas avoir de complexe. Tout à l'heure, j'ai confondu vis-à-vis des lettrés d'aujourd'hui. Tout à l'heure, ce sont des branleurs. J'ai confondu Catala et Manzoni, donc vous voyez. Voilà, vous-même. Moi-même. Voilà. J'en prends mon. Mais vous avez ça, c'est partout. C'est pas seulement dans la littérature, dans la télévision, par exemple aussi. Vous avez Canal+, cette chaîne. C'est celle-là que je tape le plus d'ailleurs dans le livre parce qu'elle me semble symptomatique de cette escroquerie. C'est-à-dire que au moins TF1, c'est marqué dessus, comme je dis. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir de la dope, qu'il va y avoir la Star Academy, la ferme célébrité, tout ça. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Mais Canal+ se fait passer pour une chaîne non seulement intelligente, mais pertinente, avec de l'humour, alors que c'est jamais que de la tarte à la crème. Oui, mais vous voudriez voir du sublime partout. Est-ce que la télévision est le terrain du sublime? Mais non, il n'y a pas de raison de voir du sublime partout, juste de la vérité, de pas escroquer justement, le public à ce point-là. Je finis sur la télévision, parce que vous m'empêcherez pas de parler de Canal+, entre autres, bien sûr, parce que on les fait applaudir, ils applaudissent. Ici, personne n'applaudit, alors que ça le mériterait des fois. Mais tandis que si vous avez à Canal+, ce sont des foules entières qui sont sommées d'applaudir à chaque mot que prononce l'animateur et les soi-disant artistes qui sont reçus sont présentés toujours comme le plus grand vendeur de disques. C'est bien que c'est un gimmick télévisuel. Mais pourquoi continuer à accepter ce gimmick puisqu'il continue à tromper les gens? C'est ça que je veux dire. La tromperie permanente finit par lasser à un moment donné. Il faut quand même sortir de ça. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose d'acquis. Mais alors là, je vous comprends pas. Je finis sur la négligence et sur, vous savez, cet exemple, j'en parle dans le livre. Quand ils ont reçu Jerry Lewis, par exemple, Canal+, ils n'ont pas été foutus de le filmer. C'est-à-dire qu'un caméraman n'a pas été assez attentif parce qu'il n'y croit plus lui-même. Parce qu'il bouge beaucoup, Jerry Lewis. Non, justement, il ne bouge pas. Il a un timing, il a des gimmicks, justement, lui, des vrais gimmicks de musical qui sont connus depuis des dizaines et des décennies. Et que tout le monde connaît, il suffit de voir ses films ou des extraits de ses vidéos sur Internet, qui est un magnifique ensemble d'archives dans lequel on peut puiser, qui est libre d'accès. Eh bien, le réalisateur n'a pas été foutu de bien le cadrer, il lui a cassé tous ses effets, il avait 80 ans, et on lui a posé des questions débiles. Voyez. Et récemment au César, quand quelqu'un est monté sur scène pour rendre hommage à Claude Berry, c'est Richard Berry que le réalisateur a montré dans la salle. Vous voyez, et voilà, c'est pour vous montrer le degré d'inattention et de bêtise et d'ignorance. Mais Marc-Édouard Nab, en même temps, dans L'homme qui arrêtait d'écrire, vous reprochez aux jeunes gens que vous fréquentez, qui vous suivent partout, avec qui vous discutez, vous leur reprochez de snober la télévision. Et vous dites, ils devraient la regarder plus. Alors je vous comprends mal. Mais c'est pas les mêmes émissions. Il faut aussi regarder ce qu'il y a d'intéressant. Voilà, pour se renseigner. Parce que l'ignorance aussi est tellement inculquée que même les jeunes, par dégoût, se sont privés de certaines choses qui pouvaient être intéressantes pour leur compréhension de leur désarroi contemporain. Vous voulez dire que l'actualité, la télévision continue d'en être le bon médiateur? Bien sûr, et d'essayer aussi de voir ce qui est faux et de ce qui est vrai. C'est une question de falsification. La falsification des personnes et la falsification de la parole est absolument quelque chose d'établi aujourd'hui, quelque chose de naturel. Voilà. Et c'est contre ce naturel que le narrateur de temps en temps, non pas se révolte car il n'a plus la force littéraire de se révolter puisqu'il n'écrit plus, mais c'est contre ça qu'il est confronté au cours de ses pérégrinations. Alors vous nous dites que dans cette époque, pour la première fois, on s'est coupé réellement
du passé. À la limite, parfois pour ne pas en être passé récent. Du passé récent, à la fois pour ne pas en être complexé aussi. Hein, oui, c'est bien ce que sûr. vous avez l'air de dire. Ben oui. Et en même temps, alors vous vous décrivez vous-même en jeune, désargenté, comment pour aller vers ce qui vous intéressait, vous étiez obligé de prendre un train de banlieue, de courir les bibliothèques, d'aller au cinéma, d'attendre que le film passe, d'être là avec votre magnétoscope à la télé, pour choper à la télévision le document qui vous intéressait, d'aller faire des photocopies à Beaubourg. Aujourd'hui, effectivement, vous le disiez, grâce à Internet, c'est gratuit, tout est là. Pas tout, mais beaucoup de choses sont là. Or, vous avez l'air de dire que Internet, justement, c'est ce qui a modifié tellement les esprits, et pas dans le bon sens. Mais il faut savoir s'en servir, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tant mieux si tout est sur Google, si tout est internetisable et qu'on peut trouver ce qu'on veut. C'est très bien, parfait. Mais comme je dis, il faut quand même qu'il y ait encore la passion. Alors, où va-t-elle se trouver? Où va-t-elle se nicher dans l'homme, la passion et l'effort qu'il faut faire pour trouver les choses? C'est l'obstacle qui rendait ça passionnant. C'est pas l'obstacle, c'est aussi la lucidité, savoir où est le bon. C'est juste ça. Parce qu'il y a des choses extraordinaires à retrouver, ne serait-ce que dans les archives même récentes, et les documents et les choses à comprendre. Moi, je ne suis pas pour absolument la vieille méthode je racontais simplement que moi, évidemment, ça n'existait pas à l'époque Internet, et c'est d'ailleurs pour ça que mon livre peut se diffuser comme ça aujourd'hui. Donc, non seulement je m'en réjouis, mais il faut savoir l'utiliser. Il faut pas être noyé dedans. Et ce qui manque toujours pareil, c'est l'initiation, c'est le goût de savoir où se trouvent les bonnes choses. Voilà, c'est tout. Mais alors, comment ça s'acquiert ça s'acquiert au contact d'abord l'instinct. Il y a un énorme instinct qu'il faudrait retrouver. Il faut retrouver l'instinct et la volonté de comparaison. C'est-à-dire que je suis persuadé que si on montre justement une œuvre, comme je disais tout à l'heure, d'art contemporain et une véritable œuvre d'art moderne, quelqu'un, même un enfant de 5 ans ou un adolescent peut voir la différence. Mais il faut absolument qu'il y ait les deux. Et c'est parce qu'on a enlevé un des deux éléments que la plupart des gens se retrouvent devant le faux, et évidemment ils sont déçus. Ils osent pas le dire parce qu'ils peuvent être complexés, parce que les autres derrière, tous ces faux types qui balancent sans arrêt des fausses informations sur les faux artistes et sur le faux art et la vraie culture, les noient et les enfument, si vous voulez. Mais si jamais la comparaison était faite sans arrêt, eh bien ça serait parfait. Tout le monde, et surtout le monde des jeunes, comprendrait la différence. Et d'ailleurs la plupart le font quand même. Je ne suis pas du tout désespéré, puisque je vois quand même autour de moi beaucoup de jeunes gens extrêmement perspicaces et qui sans culture et sans se laisser avoir par le faux enseignement des plus grands et des faux adultes, eh bien ils arrivent à s'en sortir et à reconnaître tout de suite ce qui est bon et de ce qui est pas bon. D'ailleurs, dans l'homme qui arrête à d'écrire, tous vos héros finalement sont des jeunes. Mais bien Ils sûr. ont tous 20 ans. Bien sûr, entre 20 et 25 ans. Ben oui, parce que enfin, d'abord c'est beaucoup plus intéressant de vivre auprès d'eux que au milieu des gens de ma génération qui sont déjà ils ont démissionné. La plupart des écrivains de mon âge, ils ont mis leurs couilles au vestiaire et ils ont voilà, c'est tout. Ils ont dit OK, c'est fini, je vais continuer à vivre ma petite vie comme je la vivais dans les années 80, faire fructifier mon œuvre, continuer à re-signer avec des éditeurs, rééditer mes livres dans des collections de poche, continuer à fréquenter mes confrères dans des restaurants toujours les mêmes à midi ou le soir, faire partie des prix littéraires, continuer à travailler pour entrer à l'académie, etc. Enfin, c'est grotesque. Ça, c'est le contraire de la vie. Moi, comment on a pu croire pendant un instant que j'avais arrêté d'écrire ou que j'avais pu démissionner. Donc c'est pour ça que je compte sur les doigts d'une main les gens qui n'ont pas cru que j'avais arrêté d'écrire. Comment c'était possible? D'ailleurs, il suffisait de voir mes tracts. En voyant mes tracts, on pouvait penser que j'avais arrêté. C'était quand même de l'écriture. Si je ne me trompe. Dans ce livre, c'est un véritable, je disais, c'est à la fois un manuel d'autodéfense pour cette jeune génération, mais c'est une espèce d'appel à la contestation générale aussi. On a l'impression que vous comptez beaucoup sur cette génération, et en même temps, vous méfiez beaucoup de la démocratisation de la culture. Tout ça, vous n'y croyez pas beaucoup. Vous avez l'impression que la culture, d'ailleurs, et la démocratie sont intrinsèquement mêlées. Alors que, finalement, vous êtes plutôt quelqu'un qui compte sur les gens. Vous avez confiance dans les gens. En tout cas, ceux qui ne sont pas encore abîmés par l'époque, si l'on peut dire. J'ai toujours eu confiance en les gens, mais comme vous dites. Mais vous savez, quand j'avais 25 ans, je fréquentais que des types de 50. Parce que pourquoi? Parce qu'ils avaient justement le savoir et ils avaient l'énergie. Vous l'avez connu comme moi. Vous avez connu cette époque où on était avec des types de 50 ans. Ne vieillissez pas trop, non? Non, mais enfin, vous le savez très bien. À l'époque de l'Idiot International et même moi avant avec Harakiri, etc. Donc c'était des gens qui mettaient le feu dans la vie réelle. On parle de ça. Aujourd'hui, c'est terminé. Alors aujourd'hui, que maintenant j'en ai 50, je fréquente plutôt
plutôt des gens de 25. C'est un juste retour des choses. Parce que les types dont nous aussi qui nous ont opprimés, nous, dans notre jeunesse, sont les mêmes aujourd'hui qui continuent à s'accrocher à ce vieux bout de planche en plein naufrage. Vous voyez, je pense par exemple à la scène qui est presque de l'anticipation sur les journalistes, où j'imagine que tous les journalistes, les célèbres journalistes, vous savez, les Geoffrin, les Serge July, les Jean-François Kahn, les Edwy Plenel, tout ça, tous ces types qui ont fait un mal fou à l'information et à l'esprit de l'époque qui nous a précédés. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'ils ont fait leur métier de journaliste? Vous avez l'air d'être contre. Se sont ligués, se sont réunis pour créer un journal. C'est ce que je dis à un moment donné, une sorte de journal commun, parce qu'ils sont tellement obsédés par le danger d'Internet qu'ils veulent absolument faire un dernier journal. C'est le dernier journal avec tout. Mais ils se rendent pas compte dans ma scène, et c'est réel aussi dans leur vie de tous les jours et dans leurs exactions journalistiques, que le problème vient d'eux. C'est parce que le public en a rien à foutre et en a marre de voir sans arrêt leur gueule et leurs propos lénifiants à longueur de médias pour expliquer la vie, soi-disant, et les informations et la réalité, alors que c'est tout sauf la vie et la réalité. Vous dites ça aussi parce que, comme vous le dites d'ailleurs à longueur de livre, ils vous ont boycotté depuis 25 ans. Non, c'est même pas. Mais je ne suis plus dans cet état de vengeance personnelle. Je suis toujours dans la vengeance, si vous voulez, mais elle est beaucoup plus générale. Je pense plus à moi. Moi, je m'en fous. Je suis sauvé, moi. Ça y est. Où est le problème? Grâce à cette anti-édition, je ne dois plus rien à personne, et je suis sorti vraiment par le haut et la tête haute de tous ces soucis à la fois sociaux, littéraires et éditoriaux. Donc c'est pas pour moi que je parle. Voilà. Mais si mon livre peut servir à indiquer la voie pour certains, j'en serais ravi. Dernière question, Marc-Édouard Nab, est-ce que vous allez vous remettre à écrire maintenant? Mais j'ai jamais cessé d'écrire. Jamais cessé une seule seconde de ma vie. J'ai jamais cessé d'écrire. Depuis que j'ai commencé à vouloir que ma passion artistique se transforme en écriture, alors qu'elle était d'abord de la musique, ensuite de la peinture. Néanmoins, il paraît que ce livre-là, c'est le seul que vous refusez de dédicacer. Et oui, parce que ça fait partie du concept. Du rôle. Du rôle du personnage. Il a arrêté d'écrire, donc il va jusqu'à arrêter aussi de signer. Merci Marc-Édouard Nab d'être venu sur le plateau de Ce soir ou jamais.